Bonsoir et merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. L'armée libanaise affirme avoir franchi une étape décisive vers le monopole des armes de l'État. Le commandement militaire annonce l'achèvement de la première phase de son plan au sud du Litanie, un dossier au cœur du Conseil des ministres, soutenu par les plus hautes autorités libanaises, salué par l'ONU, mais jugé encore insuffisant par Israël. Peu avant la réunion du Conseil des ministres, dont le premier point est consacré à la situation sécuritaire au sud, le commandement de l'armée libanaise a annoncé avoir achevé la première phase de son plan visant à instaurer le monopole des armes de l'État. Dans un communiqué, l'armée affirme avoir obtenu des résultats concrets et tangibles, notamment au sud du fleuve Litanie, conformément à la décision gouvernementale du 5 août 2025. Elle assure désormais un contrôle opérationnel sur les zones placées sous son autorité, à l'exception des sites toujours occupés par Israël. Les opérations se poursuivent pour neutraliser les munitions non explosées, démanteler des tunnels et empêcher toute reconstruction des capacités de groupes armés. Une évaluation globale de cette première étape du plan bouclier de la nation doit servir de base aux phases suivantes. Mais l'armée souligne plusieurs obstacles: la poursuite des frappes israéliennes, l'occupation des points stratégiques, les violations répétées du cessez-le-feu du novembre 2024 et le retard de la livraison d'équipements militaires promis à Beyrouth. Le président de la République, Joseph Aoun, a réaffirmé son soutien total à l'institution militaire et au principe du monopole de l'État sur les armes. Il a rappelé que les décisions de guerre et de paix relèvent exclusivement des institutions constitutionnelles et a appelé la communauté internationale à soutenir l'armée libanaise. Du côté des Nations Unies, la coordinatrice spéciale Janine Hennes-Plasschaert a salué un progrès indéniable tout en soulignant que le chemin reste long pour garantir une sécurité durable. Israël, en revanche, estime ses efforts insuffisants. Le bureau du Premier ministre affirme que le Hezbollah poursuit ses tentatives de réarmement avec l'appui de l'Iran. La presse israélienne évoque même la préparation d'une vaste opération militaire, des plans prêts, en attente d'une décision politique. Dans ce contexte tendu, l'armée libanaise mise sur la coopération des habitants du Sud, qu'elle qualifie de clé de succès, alors que l'avenir de la stabilité reste suspendu à l'évolution du rapport de force régional. S'agit-il d'un tournant judiciaire majeur? Le gouverneur de la Banque du Liban annonce une série de poursuites visant d'anciens responsables, des sociétés et des intermédiaires soupçonnés d'avoir détourné ou dilapidé les fonds de la Banque centrale. Objectif affiché, récupérer l'argent et le restituer aux déposants. Le gouverneur de la Banque du Liban, Karim Saïd, a annoncé le lancement d'actions légales et judiciaires contre toute personne impliquée dans l'appropriation ou le mauvais usage des fonds de la Banque centrale. Lors d'une conférence de presse, il a précisé que ces mesures visent à récupérer les sommes détournées ou dilapidées afin de constituer des liquidités destinées exclusivement au remboursement des dépôts. Une obligation, selon lui, à la fois financière, institutionnelle et juridique qui sera menée en toute transparence. Le gouverneur a révélé qu'une plainte a déjà été déposée contre un ancien responsable de la Banque centrale et un autre individu, accusé d'avoir détourné des fonds via 4 sociétés écrans, entraînant un enrichissement illégal. Les éléments réunis indiquent selon la banque qu'ils avaient pleinement conscience des conséquences de leurs actes. Par ailleurs, la Banque du Liban s'est constituée partie plaignante contre la société Fori qui percevait des commissions sur chaque opération d'échange interbancaire alors que ces fonds auraient dû revenir à la Banque centrale. D'autres procédures sont en préparation, visant notamment une société dont le nom n'a pas encore été révélé, soupçonnée d'avoir profité d'un compte dit de conseil ouvert à la Banque du Liban pour transférer d'importantes sommes. Enfin, Karim Saïd a indiqué qu'un rapport global est en cours d'élaboration pour recenser et évaluer l'ensemble des fonds versés ou avancés par la Banque du Liban pour le compte des gouvernements successifs jusqu'en 2023. Un travail mené avec des cabinets et enquêteurs internationaux afin de récupérer les fonds détournés à l'étranger. Un message voulu clair, restaurer les droits des déposants
passe désormais par la reddition des comptes. Reste à prouver. Alors que les familles des victimes de l'explosion du port de Beyrouth observaient une nouvelle mobilisation pour dénoncer ce qu'elles qualifient de blocage délibéré de la justice, une décision judiciaire annonçant l'interdiction de toute poursuite à l'encontre du juge Tariq Bitar en charge de l'enquête sur l'explosion du 4 août 2020 est annoncée. Le juge d'instruction dans l'affaire de la double explosion au port de Beyrouth, Tariq Bitar, n'a pas usurpé le pouvoir dans le cadre de son enquête, comme l'en accusait l'ex-procureur général Ghassan Aouidat. C'est ce qu'a finalement tranché Habib Rizallah, juge d'instruction nommé ad hoc pour statuer sur cette plainte d'usurpation de pouvoir déposée en janvier 2023 par l'ancien chef du parquet de cassation. Cette décision est intervenue lors d'un sit-in de proches des victimes du drame du 4 août qui menaçaient d'une escalade pour faire pression pour que Habib Rizallah rende sa décision. Cette décision était très attendue pour que le juge Bitar ait enfin le champ libre pour émettre son acte d'accusation attendu depuis des années. Pour ces familles, cette décision infirme une longue série d'obstacles, dessaisissements, recours, pressions et suspensions successives de l'enquête. 5 ans après la catastrophe, aucun responsable n'a encore été jugé. Quelques mois après la disparition de Ziad Rahbani, Fayrouz traverse une nouvelle épreuve. Son deuxième fils, Hali Rahbani, est décédé, replongeant l'icône libanaise dans un deuil familial profondément marqué par les silences et les absences. Quelques mois après le décès de son fils, Ziad Rahbani, l'icône libanaise Fayrouz a perdu son deuxième fils, Hali Rahbani. Né en 1958 et atteint d'une méningite infantile, Hali Rahbani était âgé d'une soixantaine d'années. Peu connu du grand public, il a vécu dans l'ombre, loin de la scène et de la lumière qui ont entouré sa famille. Sa disparition touche d'abord une mère, Fayrouz, icône du Liban, mais aussi une famille marquée par une nouvelle épreuve. En Syrie, la situation se tend davantage à Alep. Alors que les combats entre l'armée syrienne et les forces kurdes entrent dans leur 3e jour, la Turquie se dit prête à soutenir militairement Damas. Sur le terrain, les civils continuent de fuir vers des quartiers kurdes encerclés avant la reprise annoncée des bombardements. À Alep, dans le nord de la Syrie, les autorités ont de nouveau ouvert des couloirs humanitaires pour permettre aux civils de quitter les quartiers kurdes de Sheikh Massoud et d'Ashrafiyeh, encerclés par l'armée. Les habitants disposaient de quelques heures pour fuir avant la reprise annoncée des bombardements. Mercredi, déjà des milliers de familles avaient quitté ces zones sous les tirs d'artillerie, emportant quelques effets personnels, souvent dans la panique. Depuis mardi, les affrontements entre les forces gouvernementales syriennes et les combattants kurdes sont les plus violents qu'ait connu Alep depuis des années. Selon la défense civile syrienne, au moins 17 personnes ont été tuées, dont une majorité de civils. La ville tourne au ralenti, commerces fermés, écoles et universités à l'arrêt pour le 2e jour consécutif. Sur le plan politique et militaire, la crise franchit un nouveau seuil. La Turquie a annoncé être prête à soutenir l'armée syrienne dans ce que Ankara qualifie d'opération antiterroriste. La sécurité de la Syrie est notre sécurité, a déclaré le ministère turc de la Défense, précisant que les combats sont, pour l'instant, menés par les seules forces syriennes. Ces violences interviennent alors que Damas et les forces kurdes peinent à appliquer un accord signé en mars, censé intégrer l'administration autonome kurde au sein du nouvel État syrien. Dans le nord-est du pays, à Qamishli, des centaines de manifestants ont dénoncé les bombardements et appelé à l'intervention de la communauté internationale. L'Organisation des Nations Unies a appelé à la retenue et à une reprise rapide des négociations, tandis qu'Israël a condamné les attaques visant la minorité kurde. À Alep, la population civile redoute désormais une escalade régionale dans une ville déjà profondément marquée par plus d'une décennie de guerre. Et en Iran, la contestation ne faiblit pas. Pour la 12e journée consécutive, de nouveaux heurts ont opposé manifestants et forces de l'ordre dans plusieurs villes du pays. Tandis que la répression se durcit, l'opposition en exil appelle désormais à intensifier la mobilisation dans un climat de forte tension politique et sociale. En Iran, la rue continue de gronder.
12 jours après le début du mouvement de contestation, la police est de nouveau intervenue pour disperser des manifestants à coups de gaz lacrymogène, notamment dans les villes de Kerman, dans le sud-est du pays, et de Tonékamon, sur les rives de la mer Caspienne, selon plusieurs ONG. La situation reste extrêmement tendue. Près de Téhéran, un policier a été mortellement poignardé alors qu'il participait, selon les autorités, à des opérations de maintien de l'ordre, un décès qui illustre la montée des violences alors que le mouvement s'étend. Depuis le 28 décembre, des rassemblements ont été recensés dans au moins une cinquantaine de villes touchant 25 des 31 provinces iraniennes. Initialement déclenchée par la flambée des prix et l'inflation, la contestation porte désormais des revendications plus larges visant la corruption et le système politique. L'opposition en exil hausse le ton. Reda Pahlavi affirme que la mobilisation est sans précédent et appelle à de nouvelles manifestations. Il accuse les autorités de tenter de freiner le mouvement en restreignant l'accès à Internet. Dans le même temps, des partis kurdes iraniens basés en Irak ont lancé un appel à la grève générale dans les régions kurdes du pays. Des vidéos diffusées par des ONG montrent des scènes de défis symboliques comme le renversement d'une statue du général Qasem Soleimani ou des feux allumés dans les rues près de Téhéran. Selon l'ONG Iran Human Rights, au moins 27 manifestants ont été tués depuis le début des protestations, dont 5 mineurs. Malgré la répression, l'opposition appelle à poursuivre la mobilisation, faisant craindre une nouvelle escalade dans les jours à venir. Et au Yémen, nouvelle escalade politique et militaire dans le sud du pays. La coalition dirigée par l'Arabie saoudite affirme que le chef des séparatistes sudistes a fui aux Émirats arabes unis alors qu'il était convoqué à Riyad pour des pourparlers. Une fuite dénoncée comme un acte de haute trahison par les autorités yéménites reconnues. Selon la coalition menée par l'Arabie saoudite, le chef des séparatistes du sud du Yémen, Haïdarous al-Zubaydi, a fui vers les Émirats arabes unis dans la nuit de mardi à mercredi, échappant ainsi à une convocation officielle à Riyad. Président du Conseil de transition du Sud, al-Zubaydi est accusé de haute trahison et a été démis de ses fonctions par le Conseil présidentiel yéménite, reconnu par la communauté internationale. Cette décision intervient après la tentative des forces séparatistes de s'emparer de nouveaux territoires dans le sud du pays. D'après la coalition, le dirigeant séparatiste aurait quitté Aden par bateau, rejoint le Somaliland puis la Somalie, avant de s'envoler pour Abu Dhabi à bord d'un avion placé sous supervision émirati. Les Émirats n'ont pas réagi à ces accusations. Ces événements surviennent après plusieurs semaines de combats dans les provinces de Hadramaut et de Mahra, où les séparatistes, soutenus par Abu Dhabi, avaient progressé avant d'être repoussés par des forces appuyées par Riyad. Le sud du Yémen est depuis longtemps traversé par des rivalités internes, alors que le pays reste en guerre depuis plus de 10 ans, sur fond de conflits régionaux et d'ingérences étrangères. Nouveau coup de force diplomatique de Donald Trump. Le président américain a ordonné le retrait des États-Unis de dizaines d'organisations internationales, dont de nombreuses agences de l'ONU, au nom de la doctrine America First, une décision aux lourdes conséquences politiques, économiques et humanitaires. Les États-Unis se retirent de 66 organisations internationales. La décision a été actée par un décret signé par Donald Trump qui estime que ces institutions ne servent plus les intérêts américains. Selon la Maison-Blanche, 31 de ces organisations sont directement liées à l'Organisation des Nations Unies. Un nouveau signal fort de la politique de rupture engagée par Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche, fondée sur le principe de l'Amérique d'abord. Comme lors de son premier mandat, Washington s'est déjà retiré de l'accord de Paris sur le climat et de l'UNESCO après une brève réintégration sous la présidence de Joe Biden. Les États-Unis ont également quitté l'Organisation mondiale de la santé, fragilisant encore un système multilatéral déjà sous pression.
Dans le même temps, l'administration Trump a drastiquement réduit l'aide américaine à l'étranger. Résultat, plusieurs agences onusiennes comme le Haut Commissariat aux réfugiés ou le Programme alimentaire mondial ont été contraintes de réduire leurs opérations humanitaires sur le terrain. Pour Donald Trump, ces institutions sont inefficaces et coûteuses. Devant l'Assemblée générale de l'ONU en septembre dernier, il avait dénoncé une organisation très loin de réaliser son potentiel. Cette nouvelle vague de retrait alimente les inquiétudes de nombreux diplomates et ONG qui redoutent un affaiblissement durable du multilatéralisme et un impact direct sur les populations les plus vulnérables à l'heure où les crises internationales se multiplient. Trump, encore et partout, même en Chine. Un imitateur inattendu de Donald Trump fait le buzz bien au-delà des frontières. À Chongqing, Ryan Chen détourne la gestuelle et la voix du président américain pour raconter la Chine avec humour et faire rire des deux côtés du Pacifique. Main levée en V, voix grave, superlatif à la chaîne. À l'écran, difficile de ne pas penser à Donald Trump. Pourtant, celui qui parle n'est ni à Washington, ni à Mar-a-Lago, mais à Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine. Ryan Chen, 42 ans, est devenu une star des réseaux sociaux en imitant à la quasi-perfection le président américain. This is Chongqing. Chongqing is the best city in China, and everything is very spicy. But I think it's very natural. Ancien directeur commercial, il s'est lancé presque par hasard dans la vidéo en ligne. Sa carrière décolle en 2025 avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Dans ses vidéos, pas de satire politique, un terrain sensible en Chine. L'imitateur préfère présenter la cuisine chinoise, les villes, les différences culturelles ou danser sur du YMCA, le tout en anglais, sous-titré en mandarin. YMCA. Une formule gagnante. Plus d'1 million d'abonnés sur Instagram et TikTok, et des millions d'autres sur des plateformes chinoises. Trump est un showman extraordinaire, explique Ryan Chen. Je l'imite pour attirer l'attention, pas pour me moquer. Une visibilité qu'il met aujourd'hui au service de la promotion de la Chine et de sa propre carrière, grâce à la publicité et aux événements. Invité récemment par de grands influenceurs américains, il a même obtenu un visa pour les États-Unis. Rêve ultime, décrocher un rôle au cinéma. Quant à Donald Trump, Ryan Chen lui lance une invitation très personnelle, venir goûter la fondue ultra épicée de Chongqing. Amazing, évidemment. Et sur cette note trumpiste, Made in China, s'achève ce journal. Merci, à bientôt.